Et bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce webinaire pour parler technologie. Donc, je suis Ludovic Dussautoir, je suis le responsable d'une entité qu'on appelle chez nous GTO, donc pour Global Technology Opération, ou en français Opération Technique Mondiale ou Technologique Mondiale. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de deux experts que sont Armel Boutan sur la partie réseau et sécurité dans mon équipe. Et on a l'honneur d'accueillir aussi Jean-François, notre partenaire, Jean-François Rousseau, notre partenaire Accédian, qui va nous parler d'une solution en particulier parmi la gamme de produits d'Accédian. En ce moment, on a beaucoup de sujets autour de la technologie, hein, beaucoup de webinaires. Nous, on a choisi un angle pragmatique parce que quand on regarde l'ensemble des webinaires qui ont lieu. On parle toujours de sujets du futur, etc., de se projeter dans un monde idéal qui n'est pas toujours la réalité actuelle constatée de nos clients. Donc là, nous, on a choisi un angle concret qui est de vous aider à sortir parfois par le haut de projets qui ont le vent en poupe actuellement, des projets de migration vers le cloud et de vous accompagner dans leur sécurisation. Alors, avant de plonger dans ce sujet, quelques informations logistiques ou sur le déroulé de ce webinaire. Donc, on a choisi de couper les micros des spectateurs pour vous donner plus de fluidité à la présentation. Par contre, vous avez, pour ceux qui connaissent Zoom, un petit bouton de questions-réponses. Et donc, on vous demande, si vous voulez bien, de les positionner, vos questions dans cet endroit et nous les consoliderons à la fin pour les recueillir et y répondre. Et donc, nous prévoyons un temps de questions-réponses en fin de séminaire. Donc, on peut bouger de slide. Donc, comme je vous l'ai dit, on va plonger dans deux sujets concrets qui est comment on peut vous accompagner sur le Move to Cloud et comment la solution Skylight peut répondre avec les services de CGI à la sécurisation des migrations vers le cloud. Tu peux changer, Jean-François. Je vais aller assez vite. Chez CGI, nous organisons tous les ans un baromètre client mondial où on interroge plus de 1500 clients en personne. Alors, on aime bien le faire en face à face. Cette année, c'était plutôt en Teams to Teams ou en Zoom to Zoom. Mais on en tire à chaque fois des enseignements sur les plans à long terme, à moyen terme de nos clients. Et donc, ce qui ressort cette année sans surprise, c'est que les clients continuent leur transformation numérique plus que jamais et que la plateforme cloud publique en général est leur plateforme de prédilection pour accélérer sur ces projets. Alors pour deux raisons principales. D'abord, c'est une façon pour eux d'avoir un autre type de consommation. Et appelons un chat, c'est aussi une façon pour eux de sortir un petit peu des sujets de data center et de CAPEX dans lequel ils étaient parfois enfermés pour travailler sur leur système d'information. Donc là, ça apporte un nouveau souffle à l'informatique à ce niveau-là. Et puis, ce nouveau souffle, il est accompagné d'un tas d'évolutions autour de ces technologies et le fait de profiter de l'ensemble des innovations proposées par les grands du cloud est aussi un sujet qui leur permet d'accélérer sur leur transformation digitale. Voilà, je fais rapide puisqu'on a pris un peu de retard. Tu peux changer, Jean-François. Alors, moi, quand j'interviewe ces clients, non juste celui d'avant, un des sujets qui revient, c'est qu'ils ont tous évidemment démarré leur transfo numérique, qu'au niveau IT, ils ont souvent lancé un certain nombre de projets qui sont allés au bout. Pour autant, on ne voit
pas toujours, et au niveau des directions générales ou des directions business, notamment qu'on interviewe le résultat de cette transformation numérique. Interviewer plusieurs clients qui ont mis en place un certain nombre de projets, de référentiels clients uniques, de digitalisation de plateformes, etc., etc., etc. Mais à la fin, pour l'instant, le ROI business de ces transformations n'est pas encore là. En tout cas, il n'est là que pour 22% des entreprises interrogées. Et souvent, donc là, c'est une interview à l'échelle mondiale, mais les 22% sont le zoom sur l'Europe de l'Ouest et du Sud. Souvent est parfois lié à des échecs dans les projets et des échecs dans la manière de lancer ces projets ou de les exécuter. Tu peux changer de slide, Jean-François. Oui. Merci. Donc, pour vous accompagner, enfin, nous, ce qu'on a vu dans les REX de ces projets-là, c'est que souvent, il n'y a pas toujours une adéquation entre la stratégie, la manière d'exécuter le plan et puis la manière dont les clients utilisent ensuite les plateformes. Il n'y a pas une sorte de continuité et comme on dit chez nous, la stratégie sans exécution est une hallucination. Donc en fait, ce qu'on pense et ce sur quoi on vous propose de vous accompagner de manière générale, c'est à la fois dès le départ dans la définition d'une stratégie et d'un plan global, d'avoir une bonne stratégie d'exécution ensuite et de pouvoir vous accompagner aussi en aval parce que c'est dans la partie run qu'on va tirer les profits de tout ce qu'on a construit. Eh bien, comment on tire parti du cloud, comment on améliore dans un processus FinOps, par exemple, le sujet du cloud. Et un sujet qu'on a noté aussi, c'est dans ces plateformes sont souvent de bout en bout, sont souvent end-to-end, et l'implication des clients du business, de l'applicatif et des personnes, des opérations dans une approche as a service est fondamentale. Et donc, parmi les sujets qui parfois éloignent, si on zoome maintenant les équipes applicatives et les équipes opérations, parmi les sujets qui parfois les éloignent alors qu'elles devraient les rapprocher, c'est le sujet des performances réseau. Et donc, c'est ce sur quoi on va zoomer de manière concrète aujourd'hui. Et donc, je vais passer la parole à Armelle pour le prochain slide pour zoomer sur ce sujet. Bonjour à tous, donc merci beaucoup Ludovic. Donc effectivement, on va faire un zoom sur l'optimisation de la performance et surtout par rapport à ça, l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer et de comment on peut réconcilier finalement le réseau et l'applicatif à travers donc une migration vers le cloud et donc comment on peut je dirais en tirer profit. Donc la genèse finalement de cette offre et de cette approche, c'est surtout le constat que nous faisons par rapport à des situations de crise qui s'amplifient, d'autant plus avec les contraintes IT, donc les migrations vers le cloud, les budgets qui sont par nature de plus en plus contraints, on manque de temps comme toujours, puisque je dirais on est de plus en plus dans un monde d'instantanéité et les projets et les besoins business sont toujours nécessitent une réponse de plus en plus rapide. Et je dirais d'où, je pense, aussi l'attractivité du cloud, puisque c'est vraiment d'avoir des infrastructures à la demande qui permettent de raccourcir très fortement les délais de mise en œuvre, puisque donc on s'affranchit des délais d'approvisionnement matériel, des investissements, etc. Et toujours par rapport à ces migrations, je dirais, c'est les risques de perte de productivité, d'image et de dégradation de performance, puisque je dirais
dans le passé, j'ai beaucoup vu de migrations suite à des migrations, quelles qu'elles soient, qui mettaient en exergue et les ressentis utilisateurs, c'était mieux avant, quoi. Et donc, souvent, est-ce que c'est factuel, est-ce que c'est réel, ou bien est-ce que c'est uniquement du ressenti, hein. Je dirais, il y a toujours une certaine nostalgie du passé, et là, je dirais, un sentiment humain à travers ça. Et donc, dans tout ça, donc la transformation numérique nécessite de plus en plus de visibilité, surtout dans les systèmes d'information, et c'est renforcé, je pense, avec le cloud, surtout quand on est dans des environnements multi-cloud, puisque ça devient de plus en plus vrai, où finalement, avec des systèmes d'information très distribués, eh bien, savoir d'où vient le problème quand on a un problème de performance, eh bien, c'est souvent pas simple. Donc, par rapport à ça, la réponse que nous souhaitons apporter chez CGI, c'est donc la réconciliation du réseau et de l'applicatif. Donc, puisque c'est toujours, je dirais, le réseau est toujours le coupable idéal, hein. Quand on regarde par exemple les messages d'erreur de Windows, c'est toujours erreur réseau, même si c'est le serveur qui ne répond pas, ou bien l'applicatif qui a un problème. C'est toujours par défaut erreur réseau, hein. Je dirais, ce qui fait qu'on est très bien éduqué, je dirais, par rapport à ça. Et donc, l'approche outillée que nous avons donc, avec Accédian, c'est surtout de permettre une accélération du diagnostic, puisque dans toutes ces problématiques-là, surtout quand ce sont des problématiques de performance, donc sont souvent compliquées à diagnostiquer, puisque la cause d'un problème de performance est rarement une cause unique, c'est rarement un point en particulier, et donc c'est souvent la somme de petites dégradations de performance sur toute la chaîne de communication, et là je parle du poste utilisateur, y compris le poste, jusqu'à l'applicatif serveur, les back-ends, etc. Donc avec une complexité croissante. Et donc, cette approche permet donc de réduire les risques associés à ces migrations, de se rassurer finalement, de faire des tests de performance avant, pendant, après la migration, pour pouvoir étalonner les temps de réponse, de les fiabiliser, parce que dire c'est lent ou c'est rapide, c'est extrêmement subjectif, hein. Je dirais, on a des utilisateurs qui, avec un temps de réponse, mettons à 5 secondes, trouvent que c'est rapide, d'autres qui, avec un délai de réponse à 1 seconde, diront que c'est lent. Donc c'est là où ça permet vraiment d'objectiver ces indicateurs. L'optimisation des services applicatifs de bout en bout, puisque là, justement, dans un monde multi-cloud, c'est d'autant plus vrai, puisque on a besoin d'avoir une vision vraiment globale, et je dirais aussi une problématique amenée par les multi-clouds, c'est justement toutes les infrastructures de communication, je dirais, dont les besoins sont tirés par l'applicatif, puisque finalement les réseaux en eux-mêmes ne servent à rien en tant que tels, et ils sont au service des applicatifs qui eux-mêmes donc sont au service des applicatifs métiers. Et donc, c'est de pouvoir comprendre dans les différents tuyaux, les différentes machines que nous avons et infrastructures, c'est quels sont les maillons à faire évoluer. Est-ce que sur tel lien, je peux rajouter tel ou tel flux, etc. Et donc, l'approche que nous avons, c'est de pouvoir vous donner une approche clé en main, donc, si on peut dire, pour faire en sorte que les migrations soient faites de façon sécurisée, pouvoir apporter la visibilité, donc donner des tableaux de bord donc, aux différentes parties prenantes des migrations vers le cloud, et utilisateurs éventuellement. Voilà, on va pouvoir passer à la slide suivante, qui décrit finalement l'approche un peu plus en détail. Donc, c'est une démarche un peu plus générique qui s'adapte à chaque contexte, mais de façon générale. Donc, le contexte et les symptômes, donc c'est une migration, un manque de visibilité sur les performances futures de l'infrastructure cloud. Donc, ça, c'est quelque chose de très présent. Donc, ça permet de faire des tirs de performance éventuellement, de pouvoir mesurer la montée en charge, de pouvoir faire des mesures avant la migration, typiquement un applicatif qui était installé on-prem dans son propre data center, de pouvoir mesurer le temps de réponse applicatif
avant la migration, de pouvoir le mesurer de la même façon, donc avec la même sonde une fois sur le cloud, et de pouvoir, donc pendant la migration, de surveiller la montée en charge et à la fin, de pouvoir mesurer dans le temps les performances, qu'elles ne se dégradent pas lentement mais sûrement, donc dans tout ça. Et par rapport à ça, ça apporte une forte sécurisation lors des migrations, alors que ce soit de data center, d'applications, d'infra de façon générale, pour rassurer tout le monde et de pouvoir, en cas de souci de performance, localiser rapidement la source et pouvoir y apporter des réponses. Parce que le plus souvent, surtout quand on est dans un environnement avec beaucoup de partenaires, c'est que tout le monde se renvoie la balle de façon simple. Et donc, c'est d'avoir un outil servant, entre guillemets, de juge de paix au milieu de toute cette organisation. Et puis, toujours un besoin croissant de suivi et de contrôle des performances parce que de plus en plus, les clients utilisateurs veulent des engagements sur des temps de réponse, des SLA, et donc c'est comment je peux contrôler ces SLA et prouver que les SLA sont remplis ou pas. Donc, en termes de démarche type, et c'est là où on l'intègre dans la démarche globale de migration vers le cloud, c'est toujours une analyse initiale, un cadrage pour comprendre l'écosystème, c'est comment on va pouvoir s'intégrer dans l'architecture, identifier le nombre et le positionnement des différents points de mesure que l'on va positionner, parce que il faut se positionner sur les endroits stratégiques, je dirais, euh, de l'infrastructure. Bien évidemment, l'installation des sondes, puisque ça reste une partie logicielle qui sont en physique ou virtuel. Donc, les deux formats sont possibles dans l'architecture. Également, il est possible au sein des différents clouds de pouvoir installer des sondes pour mesurer aussi à l'intérieur du cloud, mais pas exclusivement. Donc, c'est la somme de ces différentes sondes qui va permettre d'avoir une vue globale des mesures. Ensuite, une analyse au départ des premières mesures pour valider qu'on mesure correctement, de les corréler avec le ressenti utilisateur, s'assurer qu'on mesure bien les bonnes choses. Ça, c'est quelque chose de critique. La définition de tableau de bord, c'est fondamental de pouvoir se définir les bons KPI pour que tout au long de la migration, on puisse suivre en fonction de l'évolution de la migration que la migration, entre guillemets, est indolore pour les utilisateurs et pour les temps de réponse, et que ces temps de réponse soient affichés auprès de toutes les parties prenantes pour qu'on ait tous, si on peut dire, la même météo, le même thermomètre, si on peut dire, pour visualiser tout ça. Et puis, tout au long de la migration, c'est un suivi, un ajustement des tableaux de bord pour pouvoir coller et avoir la vision la plus synthétique et la plus précise sur les phases de migration qui sont en cours. En termes de livrables, associé à ça, c'est bien évidemment le tableau de bord dynamique, qui permet en temps réel de voir les mesures, de pouvoir aller dans le détail. Mais ce tableau de bord, par nature, il est prédéfini, donc les KPI sont prédéfinis. Et puis, en complément des outils, puisque les outils ne font pas tout, c'est toujours de mettre un humain qui va analyser, je dirais, les résultats fournis par la machine, même s'ils sont déjà agrégés, pré-mâchés, si on peut dire. Mais derrière, il va falloir mener d'éventuelles actions pour pouvoir, je dirais, corriger les éventuels défauts. Donc, c'est là où il y a un apport humain qui est fondamental pour définir les plans d'action, analyser et tirer parti de la valeur apportée par les outils. Et donc, dans les bénéfices qui sont apportés par ça, c'est surtout une vision factuelle des performances. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir objectiver les temps de réponse, les performances qui sont toujours extrêmement subjectives. Donc, c'est lent ou c'est rapide, ça ne veut pas dire grand-chose. Sur quel scénario, sur quels les éléments. Puisque le principe de la sonde, c'est qu'on capture tous les temps de réponse de tout le trafic, donc c'est sur du trafic réel, ensuite on peut regarder ce qui nous intéresse, donc c'est pas, je dirais, un principe de scénario prédéfini en tant que tel, quoi. On capture tout, maintenant les indicateurs sont prédéfinis, mais la data, si on peut dire,
et de toute façon collecté, ce qui permet a posteriori de se dire tiens, il y a quelque chose qu'on n'avait pas forcément regardé précédemment, mais on a la data pour que a posteriori on puisse revenir dessus et comparer à avant c'était comment et maintenant c'est comment, donc avoir une vue rétrospective. Et donc le suivi de performance donc, tout au long du projet de migration, voire au-delà pour les piloter dans le temps post-migration, contrôler finalement les temps de réponse que l'on a avec son fournisseur, son ou ses fournisseurs de cloud. Et donc, ce qui me semble fondamental toujours dans le ROI de ce type de migration, c'est les performances avant, pendant et après, pouvoir éventuellement les ajuster parce que le cloud, c'est aussi un paiement à la consommation, je dirais, de ressources. Donc, est-ce qu'on n'a pas surdimensionné les ressources du cloud et donc des vecteurs d'économie possibles? Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Jean-François, donc, qui va nous présenter plus largement donc, l'apport de la solution, qui va rentrer un peu plus dans le détail technique de la solution et vous montrer donc, à travers six étapes donc, comment la solution Skylight d'Accedian donc, permet d'aboutir à une migration réussie vers le cloud. Juste avant cette transition, Armel, merci. Petite information logistique. Apparemment, on a des problèmes avec l'onglet questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser directement vos questions sur le chat qui, lui, fonctionne. Merci. Ok, merci Ludovic, merci Armel. C'est bizarre ce problème d'onglet, mais bon, d'habitude ça marche. Désolé. Je suis Jean-François Rousseau, je suis en charge des équipes européennes d'Accedian et je vais illustrer ce qui a été présenté précédemment par Armel et introduit par Ludovic au travers la solution que Accedian commercialise qui s'appelle la solution Skylight. Alors, on va parler des 6 étapes d'une migration réussie vers le cloud. Juste pour être clair et que le niveau d'attente soit correct, c'est pas un cours sur comment organiser une migration, c'est plutôt une information sur comment utiliser les bons outils pour faire en sorte que cette migration soit réussie. Avant de démarrer, on va laisser parler le marché et on va donner quelques informations sur quelques tendances qui viennent de certains rapports. Pour planter le décor, bien sûr, on est en plein milieu du phénomène de la transformation digitale. Alors, c'est un bien grand mot, ça veut dire plein de choses. À l'intérieur de la transformation digitale, il y a plein de phénomènes que vous connaissez qui commencent par ce qu'on appelle la cloudification. Il y a l'adoption de toutes ces technologies as a service, infrastructure as a service, plateforme as a service, le déploiement de plein d'applications mode SaaS également, software as a service. Le phénomène de shadow IT également, qui fait qu'aujourd'hui, une division métier, un responsable métier peut être amené à déployer des services IT sans même que l'organisation IT soit au courant. Tout ceci a un point commun, c'est globalement une perte de visibilité, une perte de contrôle sur l'expérience utilisateur. Or, le DSI, il est comptable de l'expérience utilisateur qui délivre à l'intérieur de son organisation. Donc là, il y a un gros paradoxe. Donc la véritable question, c'est comment est-ce qu'on peut redonner le contrôle, comment est-ce qu'on peut redonner la visibilité à une direction informatique sur tout ce qui la concerne. Quelques chiffres sur le phénomène d'adoption du cloud. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas découvrir de choses nouvelles avec ce slide, mais c'est une analyse qui a été faite, je crois, en début d'année. La migration vers le cloud, bien sûr, est en pleine marche. 22% des clients interrogés utilisent uniquement le public cloud. Okay. Et 69% sont sur des architectures hybrides, donc qui utilisent à la fois des technologies de cloud privé et de cloud public. Donc là, rien de nouveau. Je pense que vous êtes déjà tout à fait au courant de ça. Si on rentre un peu plus dans le détail sur les challenges, quand on interroge les mêmes personnes, les challenges du cloud sont multiples et de nature différente. Des challenges de gouvernance, des challenges de sécurité, des challenges de compliance. Un des challenges, et c'est celui qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est la problématique d'une migration vers le cloud réussi. Et le slide qui suit donne tout à fait le ton. Alors, c'est un peu délicat vis-à-vis de Microsoft et d'Amazon.
de dire que 43% des migrations vers Azure soit échouent, soit se passent pas comme prévu, et 57% des migrations vers AWS, idem, soit échouent, soit ne se passent pas comme prévu. Pour être tout à fait fair, il aurait fallu donner les statistiques sur les autres cloud providers, mais ça donne tout simplement une tendance. Alors après, il faut se poser la question de savoir pourquoi ça échoue ou pourquoi ça ne se passe pas comme prévu. C'est l'objet du slide qui suit. Quels sont les problèmes reportés lors d'une migration vers le cloud? 44% des personnes interrogées plaident coupables et disent qu'ils se sont mal préparés. Donc, problématique de planning, problématique de préparation. Et on va voir bien évidemment que le planning est très étroitement lié à la visibilité qu'on peut avoir de l'infrastructure de départ. Le deuxième point est extrêmement important. Il illustre souvent pourquoi une migration a échoué. C'est la problématique de comprendre ce qu'on appelle la chaîne de dépendance applicative. Une application, c'est ce qui est visible par un utilisateur final, mais en fait, ce qui est visible par l'utilisateur final, c'est la plupart du temps ce qu'on appelle uniquement le front-end, sachant que ce front-end fonctionne avec un back-end qui peut être représenté par plein d'autres applications qui ne sont pas visibles par l'utilisateur final. Il faut arriver à comprendre cette chaîne de dépendance applicative. Si on ne la comprend pas, on peut organiser une migration qui va être une catastrophe. Les autres points qui ont été reportés, je ne vais pas tous les parcourir, mais c'est des problématiques de tests avant le déploiement, des problématiques de compréhension des architectures consolidées, virtualisées, les problématiques liées à la sécurité. À la fin de tout ça, 41% des personnes interrogées pensent que migrer vers le cloud, c'est quelque chose de très complexe et ils se posent la question de savoir si ça vaut le coup ou pas, ce qui est une question quand même qui est assez gênante. Et 47% des personnes interrogées disent qu'ils ont encore moins de contrôle après qu'avant, ce qui est un autre problème. Si je continue dans cette présentation, on va voir que la solution d'Axelion, qui s'appelle Skylight, va permettre de répondre et de résoudre la plupart de ces problèmes. Au travers donc d'une migration qu'on va illustrer au travers de 6 étapes, au travers desquelles on va expliquer comment réduire les risques de cette migration. Alors, la solution s'appelle Skylight, elle est délivrée par Axelion. Je vais vous donner quelques mots sur Axelion. Le métier d'Axelion, c'est tout simplement de fournir une solution de monitoring de la performance IT des couches réseau jusqu'aux couches métiers, en passant par l'infrastructure IT, quelle qu'elle soit, et de redonner le contrôle et la visibilité indirecte informatique, quelquefois l'infrastructure sous-jacente qui se trouve derrière tout ça. Donc, en fait, nous sommes les spécialistes du monitoring de l'expérience digitale et de l'end-user experience en partant d'une visibilité qui part du réseau. Donc, on va expliquer tout ça. Quelques mots sur Axelion. Alors, Axelion, c'est une société canadienne qui existe depuis 15 ans, qui délivre sa technologie à la fois au monde des opérateurs de télécommunications, une technologie bien unique sur ce thème-là et qui permet, par exemple, en France, à Bouygues Télécom, de monitorer la performance de ces 20 000 points de collecte, les antennes qu'on appelle Inode Bees, qui sont le support de leur réseau qu'on appelle le mobile backhaul. Bouygues Télécom utilise notre technologie justement pour assurer la bonne qualité de service en termes de visibilité grâce à la visibilité qu'on leur apporte. Et puis, on fournit notre solution également au marché de l'entreprise. On n'est pas attaché à un secteur vertical particulier. Tous les secteurs verticaux du marché de l'entreprise, que ce soit la santé, le domaine financier, l'industrie, utilisent notre technologie pour restituer la visibilité de la performance. Alors, si on veut être concret maintenant, comment se passe une migration vers le cloud? Donc, encore une fois, ce n'est pas un cours sur comment organiser une migration, mais c'est plutôt une information sur comment réduire les risques lors de cette migration. Donc là, on a tout simplement formalisé 6 étapes qui sont certainement des étapes que vous connaissez lors d'une migration vers le cloud. Et on va expliquer qu'à l'occasion de ces 6 étapes, pour certaines étapes,
On va être capable d'utiliser la plateforme Skylight, entre autres à l'étape 2, 4, 5 et 6, pour rendre cette migration plus fluide et plus contrôlée. Donc l'étape 1, je vais passer très rapidement là-dessus, c'est bien évidemment pour un client de définir quels sont ses objectifs business liés à ce besoin de migration. Ces objectifs business peuvent être de différentes natures, je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, on ne va pas intervenir à ce niveau-là, on va intervenir dès la deuxième étape, qui est l'étape où il faut découvrir l'existant informatique, découvrir l'infrastructure, découvrir les applications, découvrir les serveurs, les cataloguer, sélectionner les applications qui vont être éligibles à la migration vers le cloud. Toute application n'est pas éligible à une migration vers le cloud. Il va falloir être capable de déterminer leur niveau de criticité, leur niveau de complexité. Est-ce que ce sont des applications monolithiques ou plutôt, comme je le disais tout à l'heure, des applications multi-tiers qui sont composées d'un front-end et puis de plusieurs back-end. Quel est le modèle de licence? Est-ce qu'on est en fin de contrat, etc. Enfin, il y a plein de choses à considérer pour sélectionner les quick wins, à savoir les applications éligibles à la migration vers le cloud. À partir de là, on va avoir besoin de Skylight. Alors, pour illustrer tout ça, je ne vais pas rentrer dans l'architecture de Skylight, je pourrais en parler tout à l'heure. Je vais juste vous montrer d'un point de vue interface utilisateur comment Skylight peut être utilisé lors de cette étape 2 de découverte, de catalogage et de sélection des applications. Donc là, j'ai une petite animation qui globalement vous permet de voir quelles sont les applications qui fonctionnent bien, celles qui fonctionnent moyennement bien et celles un peu moins bien. On va voir celles qui fonctionnent bien, on clique, tout ça c'est découvert de façon automatique. On va voir que le ERP backend, il a une très bonne performance. On va filtrer sur cette application ERP backend. Pour cette application, on voit l'évolution du temps de réponse utilisateur qui est relativement bon puisqu'il est de l'ordre de 200 millisecondes. On voit également l'évolution du temps de réponse serveur. On voit également l'évolution du temps de réponse réseau. Et tout ça, ça va servir, si on fait ça pour toutes les applications, à donner des baselines de performance existants, bien évidemment, parce que l'objectif, une fois qu'on aura migré, ça sera d'obtenir des baselines de performance après migration qui seront au moins équivalents à ce qu'on avait avant la migration. Sinon, ça veut dire que la migration n'était pas une bonne décision. Donc ça, c'est un exemple. Je continue toujours dans ma chaîne de migration, toujours dans cette étape numéro 2, je le disais tout à l'heure, un point fondamental, c'est véritablement de découvrir cette chaîne de dépendance applicative. Un serveur est associé des serveurs en front-end, mais il y a également des serveurs en back-end. C'est quoi cette chaîne? Parce que migrer un élément de la chaîne sans migrer le reste de la chaîne, c'est suicidaire. On a rencontré des clients à qui c'était arrivé et ça n'a pas été très, très plaisant pour eux. Alors pareil, là je vais illustrer au travers de l'interface utilisateur et d'une petite animation qu'on a réalisée, comment est-ce que cette compréhension de la chaîne de dépendance applicative peut être réalisée avec Skylight. Donc là, je prends un autre exemple de dashboard. De façon automatique, et encore une fois, je le répète, on va découvrir la totalité des serveurs qui échangent des informations sur le réseau. À partir de là, on a des cartes topologiques qui permettent d'identifier les serveurs principaux, c'est la grosseur du point qui le dit, et leur performance relative. Et si on clique sur ce gros point, tout de suite, on va identifier les dépendances front-end, donc les petits points rouges, ce sont d'autres serveurs qui discutent avec ce gros serveur. Et puis, si on clique sur le petit bouton qui est à gauche, là, le curseur va le faire tout de suite, hop, on inverse la compréhension et on va aller voir les dépendances back-end de ce gros serveur. Donc, on voit que ce gros serveur, il discute avec deux autres serveurs. Et tout ceci peut être organisé au travers de 4 dimensions. Vous avez vu un axe des X, un axe des Y, une grosseur de point, une couleur de point. Et tout ça, c'est paramétrable à volonté. Donc, à partir de là, on va être véritablement capable de comprendre cette chaîne de dépendance applicative. Je continue dans le flux de mon histoire. L'étape numéro 3, après, c'est de déterminer le type de migration qu'on va choisir. Et encore une fois, Skylight ne va pas intervenir à ce niveau, c'est plutôt CGI qui va vous conseiller. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais il y a des différentes technologies qui existent. Le lift and shift, on prend ce qui existe et hop, on le migre parce que on a estimé que c'était ce qu'il fallait faire.
Sinon, il y a d'autres technologies, enfin d'autres méthodes qui consistent à fine-tuner tout ça avant de le lifter, de le shifter. C'est le replatforming, etc., etc. Et ça pourrait aller, pourquoi pas, jusqu'à l'aider la migration numéro 6 qui consiste à décider de ne pas migrer, par exemple. Mais rentrer dans le détail de tout ça n'est pas l'objet de ce webinaire. Ce qui va être intéressant, l'étape 4, c'est idem, c'est tester, refiner. Ce qui va être intéressant, c'est l'étape 5. C'est là, on décide de migrer. Donc, on décide de migrer. Il faut être capable, pendant la migration, de comprendre s'il y a des problèmes qui arrivent, de comprendre quels sont les utilisateurs impactés et de comprendre l'origine des problèmes. Et ça, Skylight va être capable de le faire en temps réel. Donc, pareil, je vais illustrer ici. Donc, on est en pleine migration et on voit qu'il y a des problèmes de temps de réponse sur SAP. On va sélectionner la période de dégradation. À partir de là, on va voir quels sont les utilisateurs qui sont impactés. On voit que l'adresse IP 115 a des temps de réponse de 29,5 secondes. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc, on va filtrer sur tout ceci et on va découvrir que ce sont des transactions HTTP qui sont en cause. On va être capable de monitorer toutes les métriques de performance HTTP. On va être capable de voir les temps de page. Je laisse l'animation continuer pendant que j'explique, mais sur le thème HTTP, comment on est capable de décoder au niveau transactionnel le trafic HTTP pour toutes les transactions HTTP, pour tous les utilisateurs IP de ce réseau. On va être capable de comprendre le temps de chargement des pages, le temps le hit load time également, le nombre d'erreurs HTTP, le nombre de pages téléchargées. On va analyser des erreurs et puis on va aller jusqu'à comprendre, par exemple, que sur 2 requêtes HTTP dans ce cas de figure, elles ont généré des erreurs. C'était des erreurs 404 et en fait, c'était une image qui manque dans la transaction HTTP. Et ça, on était capable de l'identifier en quelques clics. Et ce qu'on fait pour HTTP, on va être capable de le faire pour plein d'autres applications de niveau 7. On va être capable de le faire pour des requêtes SQL, pour des bases de données. On va être capable de le faire pour le protocole DNS. En fait, on décode au niveau 7 plein de protocoles applicatifs et on va être capable de le faire pour toutes les transactions applicatives. C'est-à-dire que le niveau de granularité de Skylight va être la transaction applicative de chaque utilisateur IP. Je continue mon histoire et je regarde le temps pour savoir si on est… oui, on est toujours dans le temps. On arrive cette fois-ci à la partie post-migration. Donc, il faut être capable maintenant d'objectiver que les performances après l'immigration sont au moins aussi bonnes qu'avant la migration. Il va falloir être capable de vérifier les SLA de nos nouveaux partenaires. On va utiliser, par exemple, un réseau de transport MPLS délivré par Orange Business Services. Et puis, on va utiliser des services cloud de Azure et de AWS, par exemple. Il faut être capable de comprendre tout ça pour éventuellement challenger nos partenaires business dans les services qui nous le délivrent. Skylight va être capable d'objectiver tout ceci. Donc, pareil, là, je vous donne un exemple. On est en train de monitorer la performance du réseau MPLS d'OBS. Et là, on est en train de monitorer la performance en termes de volumétrie, en termes de performance également de ce qui est délivré par Azure et AWS. Tout ceci est fait de façon automatique également. Et bien évidemment, si on n'est pas satisfait avec les performances délivrées par OBS, par Azure et AWS, on a des informations factuelles, tangibles, qui permettent d'aller les voir en leur disant, écoutez, il se passe quelque chose. Le SLA pour lequel on a signé un contrat avec vous n'est pas délivré, donc parlons-en. Je prends, et ça va être mon dernier exemple, on est toujours après la migration et cette fois-ci, on va migrer. On va monitorer toutes les applications qui ont été migrées. On va être capable d'identifier d'éventuelles dégradations de performance. Ici, on est sur Citrix. On voit qu'il y a un serveur qui est à des temps de réponse de 14 secondes. Et on va filtrer sur ce serveur et on va être capable de voir pour toutes ces applications s'il y a des dégradations, quelle est l'origine de la dégradation et s'il n'y a pas de dégradation, quels sont les trends de end-user response time, quel est le nombre de connexions, etc., etc. Tous ces dashboards sont paramétrables et customisables à volonté. Donc, il y a une infinité de possibilités de création de dashboards avec la solution Skylight. Je termine là sur la migration, vraiment très simpliste en 6 étapes et comment est-ce qu'on réduit les risques. Je fais un point sur Skylight. Donc, la partie user interface que vous avez vue s'appelle Skylight Analytics. En fait, c'est une vitrine unique de monitoring de la performance à la fois du réseau,
de l'infrastructure IT et des applications métiers. Donc, une seule vitrine pour voir tout ça. C'est extrêmement intéressant. Et puis après, avec les techniques de drill down, on est capable d'aller voir le réseau, on est capable d'aller voir les performances des serveurs, on est capable d'aller voir la performance des applications. Parce qu'encore une fois, on va décoder au niveau 7 toutes les transactions pour tous les utilisateurs IP. Et si je résume donc les cas d'usage de Skylight, donc vous avez compris que c'était cette vitrine unique qui va du réseau jusqu'au métier. Vous avez compris que c'était également un outil qui permet vraiment de minimiser les risques lors des migrations. Et là, on a pris l'exemple d'une migration vers le cloud, mais ça pourrait être une migration applicative vers une nouvelle application. C'est un outil extrêmement puissant de troubleshooting. On est capable en quelques clics d'identifier l'origine d'un problème de performance et d'allouer la réparation à la bonne équipe IT et d'éviter, comme Armel le disait tout à l'heure, que c'est toujours le réseau qui est fautif. La plupart du temps, on dit que si ça ne marche pas, c'est le réseau qui ne marche pas. En fait, on prouve que c'est souvent faux. Et puis, si on va un peu plus loin, si on part du principe qu'on voit tout ce qui se passe, qu'on analyse tout ce qui se passe, on va être capable, avec un petit peu d'intelligence artificielle et de machine learning, ce qu'on fait, de standardiser des comportements standards. Et une fois qu'on a standardisé des comportements standards, on va être capable de détecter des comportements non standards, des comportements anormaux. Donc là, on touche à la sécurité. On va voir que Skylight, c'est également un outil fantastique de Network Traffic Analysis pour apporter de la valeur sécuritaire aux gens en charge de la sécurité. Donc voilà, c'est la conclusion et le moment des Q&A. Je regarde le timing. Je pense qu'on a pas mal rattrapé le retard. Est-ce qu'on a quelques questions qui ont été posées via le chat? Merci Jean-François, merci Armel. Donc oui, on a eu 2 questions pour l'instant sur le chat, mais d'autres arrivent et je vous invite à continuer à les poser. Donc la première concerne, on a montré le taux d'échec sur les plateformes AWS et Azure, et il y avait une question, et quid du taux d'échec de projet sur Google, sur GCP? Oui, alors oui, c'est une bonne question. En fait, pour le slide, les prochains slides, il faudrait que j'update tout ça. En fait, l'analyse a été faite uniquement sur ces 2 cloud providers. Mais pour être fair, il faudrait le faire sur GCP et je n'ai pas le chiffre, je suis désolé. Mais à mon avis, on est dans le même ordre de grandeur. Hein. Ce n'est pas spécifique ni à l'un ni à l'autre. Hein. C'est tout simplement que ces migrations nécessitent, bien évidemment, au-delà d'une bonne plateforme d'accueil, ça nécessite des outils d'accompagnement. Voilà, c'était ça Après, je pense qu'il faut regarder à l'instant T. Sans doute, les plateformes subissent les mêmes taux d'échec, mais le chiffre est sans doute sur la durée du marché. GCP est et plus early adopteur est arrivé un peu plus tard sur le marché, donc sans doute profite-t-il de la maturité croissante du marché. Alors, il y a une question également sur la partie liaison. Est-ce que ça fonctionne en HTTPS aussi? Oui, alors évidemment, tu veux répondre, Emmanuel, ou je veux... Comme tu veux, j'allais répondre oui. Bon, tout ce qui est sécurisé, bien sûr, à partir du moment où c'est sécurisé, ça va être difficile de le décoder. Sauf qu'on a un paramètre dans notre plateforme qui permet d'enregistrer la clé SSL. Et bien évidemment, il faut que le client soit d'accord, mais on est capable de décoder les flux cryptés si on a la clé de décryptage. Voilà, donc c'est possible. C'est possible. Si on n'a pas la clé, on va rester sur une analyse de niveau 4. Mais rien qu'au niveau 4, on est capable de faire, donc le niveau 4, c'est TCP. Niveau 3, niveau 4, IP et TCP. On va être capable de découvrir plein de choses déjà au niveau 4. Tout à fait. Sinon, ça voudrait dire, si on était capable de le décrypter sans les certificats, que les clés on peut casser le chiffrement, si on peut dire. Donc, effectivement, le prérequis, c'est d'importer les certificats de chiffrement pour pouvoir décoder. Alors, une autre question, donc j'en profite pour vous dire que finalement, le QNR remarche. Hein, donc, comment se branche Skylight pour récupérer les métriques réseau et applicatives? Alors ça, c'est une très bonne question parce que je n'ai pas eu le temps de positionner comment fonctionnait la technologie, parce qu'il y a plein de technologies en fait qui permettent de faire du monitoring de la performance applicative au réseau. Je vais les catégoriser, on va dire, je vais faire un truc très simpliste. On va dire, il y a des technologies qui vont nécessiter qu'on installe des agents sur les serveurs, donc c'est des technologies APM qui fonctionnent très très bien, on va dire, mais qui vont rentrer très très en détail dans une analyse jusqu'au niveau du code du fonctionnement d'une application. Donc, il y a des grands acteurs de ce marché-là. Ce n'est pas ce qu'on fait, en fait. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont être très, très bons pour analyser une application dans le détail. Mais donc, c'est une approche très, très verticale, alors que ce que je vais vous ai montré, c'est une approche plutôt horizontale à 360 degrés.
Et donc, nous, ce qu'on fait, on rentre dans une catégorie qui est différente, qui est dans la catégorie des solutions qui vont écouter ce qui se passe au niveau du réseau. Donc, on agit au niveau du trafic réseau. Donc, il y a des technologies qui permettent de mirrorer le trafic sur les switches ou des routeurs. Donc, c'est pas besoin d'installer des agents. Ça n'impacte pas du tout la performance du réseau. Donc, on écoute ce qui se passe. On va regarder tous les paquets. Donc, il y a un certain nombre de technologies qui font ça. Et là où on va être disruptif, et c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des technologies qui font ça vont capturer les paquets et vont les stocker. Et après, ils vont faire intervenir leur intelligence logicielle dans cette grosse masse de stockage pour dire, je voudrais savoir ce qui s'est passé il y a 24 heures, entre 10 heures du matin et 10h05, sur les transactions SAP de cet utilisateur parce qu'il se plaint. Et là, ça va prendre un certain temps, etc. Nous, on ne fait pas ça. On va écouter le réseau comme les autres. On va capturer les paquets, mais on ne va pas les stocker. En fait, ce qu'on va faire, et c'est ça qui est disruptif, on va faire une analyse temps réel de plus de 800 métriques de performance de la couche 3 à la couche 7, de la couche réseau jusqu'aux transactions applicatives. Et ce qu'on va stocker, c'est uniquement le résultat de ce computing temps réel des métriques de performance. Et donc, ce qui fait que ce qu'on stocke, c'est extrêmement léger. Ça représente entre 0,2 et 1% du trafic global. Et ça a plein d'impacts. Le premier impact, c'est que quand on va faire une requête de performance pour savoir ce qui s'est passé il y a 24 heures sur le thème SAP, eh bien, les métriques de performance auront déjà été calculées, donc le résultat sera immédiat. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que comme notre image logicielle, elle est extrêmement légère et n'a pas besoin de grosses masses de stockage, on va être capable de se positionner un petit peu partout dans l'infrastructure IT et entre autres en environnement virtualisé, ce qui n'est pas possible pour les gens qui stockent les paquets. On va être capable d'installer notre sonde de capture, on appelle ça un sensor, en environnement virtualisé et on va être capable, à l'intérieur de cet environnement virtualisé, de monitorer le trafic intra-VM. Il y a énorme, je parlais tout à l'heure du back-end et du front-end. Il y a plusieurs VM à l'intérieur d'un data center qui vont échanger du trafic entre elles. Nous, on va être capable de monitorer ce trafic également. Et la seule façon de donner une visibilité à 360 degrés horizontale, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui se passe sur l'infrastructure IT, c'est de faire ça. Voilà. Excusez-moi pour l'explication. Merci Jean-François. Une autre question sur le chat. À quel moment d'un projet de migration cloud faut-il aborder la question de la performance ? Alors, je dirais que là-dessus, par rapport à cette question, c'est idéalement le plus tôt possible, en fait, puisque ça évite, si on peut dire, d'avoir le phénomène de j'arrive après la bataille, d'une certaine façon. Donc, c'est surtout de pouvoir mesurer les perfs, je dirais, avant la migration, donc avant qu'on commence à toucher quoi que ce soit, qu'on ait les bons étalons, comme le montrait Jean-François tout à l'heure. Donc, c'est que l'on puisse définir quel est le temps de réponse normal et standard qui sert de baseline donc pour la suite. Et ensuite, après ça, tout au long des différentes étapes de la migration, et surtout de pouvoir dès le départ, positionner correctement les sondes pour qu'on ait les bons indicateurs et éviter le phénomène d'urgence. Je dirais, ma migration ne se passe pas bien, il faut que j'outille ma solution, etc. Et là, d'être pris beaucoup par le temps, et ce qui fait que au bout d'un moment, je dirais, on n'est pas magicien dans le sens où pour pouvoir analyser correctement l'architecture, le projet, etc., et apporter les bonnes réponses, ça nécessite un minimum de temps et surtout que ce soit intégré dans les plannings. Donc, c'est pour ça que le plus tôt possible est le mieux. Et ensuite, ça permet tout au long de la migration de mesurer étape par étape, je dirais, les impacts de la migration sur ces temps de réponse et de s'assurer qu'on ne dérape pas, qu'il n'y a pas de choses qui se sont dégradées lentement, mais qui finalement au tout début, unitairement, ne sont pas forcément très visibles, mais qui, plus la migration avance, plus la somme de tout ce qui est migré peut poser problème et donc peut arriver à un vrai problème majeur. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir surveiller depuis le début et donc tout au long de la migration. Donc, le plus tôt possible, après ça, et que ce soit vraiment intégré aussi d'un point de vue, je dirais, budgétaire, puisque, je dirais, même si on peut faire des choses assez agressives d'un point de vue financier, mais je dirais c'est pas
non plus complètement gratuit, et surtout que ce soit intégré dans les process, que chacun puisse, je dirais, acquérir un peu et s'approprier la solution pour définir les bons indicateurs, donc pour chaque responsable applicatif. Et souvent, ce n'est pas quand ils sont dans le cœur de la migration qu'ils ont le temps de se pencher sur quels sont mes bons KPI, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire dès le début, je dirais, avant qu'on soit dans le rush complet de la migration, où là, c'est souvent compliqué de venir se greffer, quoi. Ok, merci Armel. Encore une question, je pense plutôt pour toi, Jean-François. Est-ce que la solution Skylight n'intervient que dans les sujets de migration cloud et comment se distingue-t-elle des plateformes telles que Dynatrace? Ah, très bien. Alors, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, dans les projets de migration cloud, donc, vous avez vu qu'il fallait être capable d'intervenir avant, pendant, après. Donc, ça c'est les réponses. Sur la partie Dynatrace, Dynatrace fait partie de cette catégorie de technologie APM qui installe des agents sur des serveurs et qui vont rentrer très, très en profondeur dans l'analyse d'une application jusqu'au niveau du code. Donc, en fait, on va être complémentaire de cette approche verticale. Nous allons apporter une approche vraiment à 300 degrés horizontale. On a beaucoup de nos partenaires, beaucoup de nos clients qui utilisent les deux technologies. Je pourrais citer également une autre technologie qui s'appelle AppDynamics, qui est concurrente de Dynatrace sur le même thème. Vous connaissez peut-être AppDynamics, qui fait partie de Cisco maintenant, et AppDynamics fait partie de ces technologies APM qui sont basées sur les agents. Voilà, donc on est complémentaires de tout ça. Merci. Et après, on a aussi évidemment des gens qui s'intéressent au coût du projet. Et donc, une question en gros sur quel est le temps pour un projet de migration de mettre en place la solution dans le cloud et quel poids ça représente par rapport au projet lui-même en général. Alors, je dirais que d'un point de vue… Armel, selon ton expérience. Oui, voilà. Alors, je dirais que par rapport à ça, ça dépend beaucoup de la taille du projet, bien évidemment. Mais surtout, je dirais les sondes en tant que telles s'installent très vite. Je dirais que ce soit physique ou virtuel. Donc, c'est presque packagé. Après ça, ce qui va prendre du temps, c'est donc de définir les KPI. Donc là, ça dépendra effectivement du nombre d'applications. Je dirais que c'est plus par rapport au nombre d'applications, donc c'est 1 ou 2 jours, je dirais, par application, on va dire, à migrer en analyse. Et puis, je dirais, si on est un peu large, une journée par sonde installée. Ça, c'est pour donner des abacs. Après ça, c'est un peu au cas par cas où il faut qu'on puisse voir. Mais ce qui va beaucoup faire varier, c'est la profondeur des KPI, la précision qu'on va vouloir mettre dans les tableaux de bord. Si typiquement on fait 15 tableaux de bord, ou si on en fait un seul, bien évidemment, la charge va beaucoup changer. Et sinon, d'un point de vue coût logiciel, donc là, les licences Accédian, une chose qui me semble-t-il, et je laisserai Jean-François compléter, mais qui est pour moi un facteur très différenciant sur le marché, c'est le modèle économique d'Accédian qui est principalement basé sur de l'OPEX, c'est-à-dire que c'est par souscription mensuelle, donc qui permettent justement d'avoir une adaptation très fine, je dirais, aux besoins donc des projets, ce qui fait que c'est pas un investissement lourd qui est one shot et puis après ça une maintenance classique. C'est un modèle possible, mais le modèle principal est surtout sur de la souscription, ce qui permet de s'adapter justement à un projet de migration et après ça éventuellement de pérenniser par la suite. Merci Emmanuel. Il y a une deuxième chose sur le business model d'Accédian. Donc tu l'as dit, le modèle de souscription élastique. Il faut utiliser ce terme-là parce que c'est un terme qui va bien dans le sujet dont on parle. Il y a une deuxième chose à noter, c'est que nos points de capture, donc les sondes, ou on appelle ça des sensors, ne sont pas l'objet d'une licence chez Accédian. C'est-à-dire que vous pouvez en déployer autant que vous voulez sur les points stratégiques de votre infrastructure, à l'entrée du data center, à l'intérieur de votre data center pour monitorer les VM. Dans le public cloud, il faut savoir que nos points de capture, nos sensors sont disponibles sur les marketplaces d'Azure, d'AWS de façon gratuite. Et ces points de capture sont gratuits, c'est-à-dire que vous pouvez en déployer autant que vous voulez. Donc, d'un point de vue souplesse de déploiement, d'un point de vue gestion de projet, c'est une véritable valeur ajoutée.
Ok, merci à tous les deux. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout du temps qu'on avait prévu et puis je crois qu'on a répondu à toutes les questions du chat. Donc, bah, c'est le moment pour nous de vous remercier de votre participation. J'espère que ce séminaire vous a plu et à très bientôt pour d'autres séminaires.